Bien, merci beaucoup. Merci aux... Ça fonctionne ? Oui. Merci aux organisatrices du colloque pour leur invitation. Alors, je dois confesser que c'est une thématique qui ne m'était pas familière, mais que j'ai eu plaisir à découvrir. La question des rapports entre données massives et prévention du risque épidémique. Même si j'ai été un peu embêté pour aborder ça sous l'angle juridique, d'ailleurs ce que je n'ai pas fait complètement, je veux bien le dire. Puisque j'ai trouvé très peu de littérature juridique sur cette question. Si on compare par exemple la question du rapport entre données massives ou de l'utilisation des données massives dans la prévention du risque épidémique et une autre question qui est par exemple l'utilisation des données massives en matière de génétique par exemple, on voit qu'il y a effectivement un fossé et que les juristes s'y sont très peu intéressés. Alors, je n'ai pas été exhaustif forcément de mes recherches, mais en tout cas, dans la littérature juridique française et peut-être francophone, j'ai trouvé très peu de choses, voire peu de choses. Bon. Alors, je vais essayer de parler à la fois quelques expériences, quelques applications de l'utilisation des données massives dans la prévention du risque épidémique, et puis de quelques problématiques qui peuvent en découler, à la fois les apports et les difficultés. Alors, une définition de l'épidémie et du risque épidémique, si on prend le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine, on voit qu'elle définit l'épidémie comme une extension transitoire à une population d'une maladie infectieuse à transmission interhumaine sur un territoire donné. Bon. On parle plus volontiers de pandémie lorsque cette épidémie s'étend à de nombreux pays ou à une part importante de la population d'un pays. Alors rappelons que la découverte à la fin du XIXe siècle de l'origine microbienne ou virale de maladies infectieuses a constitué une avancée majeure pour la santé des populations. Le développement de la vaccination, des mesures d'hygiène ont permis un bond d'espérance de vie de 20 ans dans la première moitié du XXe siècle. Grâce à ces progrès, certaines maladies infectieuses ont presque disparu en Europe, c'est le cas de la variole par exemple, et en France, l'obligation vaccinale contre cette maladie, contre la variole, a été supprimée en 1979 par une loi du 2 juillet 1979. Il s'agissait de la première obligation vaccinale mise en place en 1902. Toutefois, de nouvelles épidémies sont apparues en Europe et dans le monde. Depuis les années 80, on observe environ l'apparition d'une nouvelle épidémie tous les 5 ans. Outre le sida, apparu dans les années 80, on peut citer le SRAS, l'encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue sous le nom de vache folle, le virus Ebola, le virus Zika, ou encore d'autres formes de grippe. La grippe étant un virus qui a la particularité, mais on y reviendra avec Google Flu justement, d'être sujet à des mutations très rapides. Alors il existe en droit français plusieurs dispositifs contribuant à la lutte contre les épidémies, les recommandations obligations vaccinales, on l'a évoqué, la déclaration obligatoire des maladies, on en dira un mot, les mesures de désinfection, les contrôles sanitaires aux frontières, les dispositifs très particuliers de mise en quarantaine, et plus largement les messages de prévention concernant l'hygiène, notamment. Il existe également des dispositifs propres à certains secteurs qu'on connaît bien, donc tels que la lutte contre le risque infectieux en établissement de santé, que Lara a traité. On connaît le fameux indicateur en France, ICALIN, un indicateur très doux. Indice composite de lutte contre les infections nosocomiales, sur la base duquel le ministère évalue les moyens que mettent en œuvre les établissements pour lutter contre ce risque infectieux. Alors de manière assez intuitive, on pourrait penser qu'en matière de prévention du risque épidémique, la question du recueil et de l'analyse de données en grand nombre n'est pas une démarche nouvelle. Bon. Plus largement, on peut se demander s'il n'y a pas un lien assez naturel entre données massives et santé publique, en tout cas plus naturel peut-être qu'entre données massives et soins individuels par exemple. Bon. Si on prend la définition donnée de la santé publique par l'OMS par exemple, même si effectivement le concept de santé publique est sans doute polysémique et peut avoir une conception plus ou moins extensive, on voit que l'OMS se définit comme l'ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger, restaurer la santé de la population grâce à une action collective. Donc institutions publiques pour restaurer la santé de la population et grâce à une action collective. Or, ces actions collectives passent traditionnellement par le recueil d'informations, l'établissement de statistiques, pour comprendre et mesurer l'état de santé des populations, notamment, par exemple, identifier le taux de couverture vaccinale, ou pour surveiller la diffusion de maladies. Bon. Donc, la démarche peut sembler ancienne. On peut prendre l'exemple du système, ou assez naturel en tout cas dans ce domaine, on peut prendre l'exemple du système français des maladies à déclaration obligatoire. Le Code de la santé publique prévoit que les médecins
et responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale, sont tenus de transmettre à l'autorité sanitaire des données individuelles dont ils disposent concernant deux grandes catégories de maladies. Celles qui nécessitent une intervention urgente, locale, nationale ou internationale, premièrement, et deuxièmement, celles dont la surveillance est nécessaire à la conduite ou à l'évaluation de la politique de santé publique, donc c'est effectivement très large. En tout, on recense une trentaine de maladies qui sont concernées par cette obligation de déclaration, et pour la grande majorité, ce sont des maladies infectieuses, effectivement, transmissibles. On compte notamment le chikungunya, le choléra, la dengue, la diphtérie, les fièvres hémorragiques africaines, dont fait partie le virus Ebola, la fièvre jaune, le paludisme, la peste, la poliomyélite, la rage, la rougeole, la rubéole, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le typhus, le Zika, l'hépatite B, le VIH. Le droit envisage d'ailleurs à ce propos la protection des données, puisque des conditions strictes visant à garantir leur anonymat sont énoncées par les textes. Par ailleurs, il existe depuis 1984 un réseau Sentinelle qui suit plusieurs maladies infectieuses et alerte sur les épidémies grâce à la contribution de 1300 médecins généralistes et d'une centaine de pédiatres qui sont répartis sur le territoire. Ces professionnels rapportent au moins une fois par semaine le nombre de cas observés pour 7 maladies transmissibles assez courantes, dont les syndromes grippaux, l'urétrite masculine, la varicelle ou le zona. Alors, quelques exemples d'utilisation des données massives au-delà de ces descriptions plus classiques. On voit effectivement que le recueil, l'analyse et la production de données n'est pas une démarche nouvelle, mais pour autant on constate certains changements, à la fois quantitatifs et qualitatifs, dans l'utilisation de ces données, notamment pour améliorer la compréhension des facteurs de diffusion des épidémies, plutôt dans un cadre de recherche, mais pas uniquement, aussi d'action publique, et au-delà, pour améliorer la détection, le plus précocement possible, des foyers épidémiques. Au moins, plusieurs transformations peuvent être observées, ici j'en citerai 3. Tout d'abord, première transformation, la participation d'acteurs privés à la lutte contre le risque épidémique et la mise en place de collaboration entre autorités sanitaires et entreprises ou multinationales. Alors l'exemple de Google Flu le montre bien, puisque ce programme résulte d'une collaboration entre le Center of Disease Control, l'autorité sanitaire, l'Institut de veille sanitaire américain, et Google. On constate ensuite un changement d'échelle des données utilisées, mais aussi de nature de ces données, puisque vont être mobilisées des données très diverses, et notamment qui initialement n'ont pas été collectées pour une finalité d'ordre médical ou sanitaire plus largement. Là encore, avec Google Flu, c'est très clair, puisqu'on va tirer profit de millions de traces de requêtes des utilisateurs de Google, ici utilisateurs américains, sans évidemment que ces traces aient été initialement conservées pour cette utilité particulière. Autre illustration, l'utilisation des données détenues par les aéroports de différents pays sur les déplacements des usagers à une échelle locale ou mondiale. Par exemple, une équipe de chercheurs a créé un simulateur, GLEM, donc GLEM pour Global Epidemic and Mobility Model, qui est destiné à prédire la dissémination de certaines épidémies en exploitant notamment les données du transport aérien. Ce simulateur se base sur des données détaillées à la fois de densité de population, de flux de voyageurs entre différentes zones géographiques, pour prédire l'évolution d'une possible épidémie au niveau mondial. Et cet outil a notamment été utilisé en coordination avec l'OMS, donc ici on voit un partenariat entre l'OMS et ici des chercheurs, pendant la crise du virus Ebola, afin d'évaluer en temps réel le risque d'importation de cas d'Ebola dans différents pays. D'autres outils pourraient être cités pour illustrer cette diversité des données qui sont utilisées. Le logiciel HealthMap, qui a été développé par des épidémiologistes et des informaticiens américains en 2006, et qui a pour objectif d'identifier la naissance de foyers d'épidémie dans le monde, en se fondant là encore sur des sources très diverses, notes de départements sanitaires, d'organismes publics, rapports officiels, mais aussi des données issues d'Internet et de réseaux sociaux. Bon. Plus récemment, au Yémen, un système informatique a été conçu pour permettre aux acteurs humanitaires d'anticiper des épidémies de choléra. En effet, dans plusieurs endroits du pays, des pluies importantes ont submergé le réseau d'égouts, réseau d'égouts qui a été abîmé par la guerre, ce qui a favorisé la propagation de la bactérie. Donc pour prédire le risque de choléra sur chaque zone du pays, le logiciel croise 3 types de données, des données pluviométriques,
des données relatives à la densité de population et des données relatives à l'accès à l'eau potable, ce qui permet de mesurer effectivement le risque de diffusion de la bactérie et donc du choléra sur différentes zones du territoire du Yémen. Troisième transformation, la transformation des modalités de collecte des données, avec notamment l'utilisation croissante, et ce sera vrai dans d'autres domaines de la santé, l'utilisation croissante d'objets connectés. On peut prendre cette fois des exemples plus locaux et qui concernent un volume de données peut-être moins, enfin sans doute évidemment moins important d'ailleurs. Notamment des expériences visant à comprendre le phénomène de diffusion d'une maladie infectieuse, soit à l'échelle d'une ville, soit à l'échelle d'un hôpital, ou encore d'une cour d'école, par exemple. C'est ça. Donc, exemple, au CHU de Lyon, 500 patients et professionnels ont été équipés de capteurs électroniques, de puces RFID, donc, afin d'enregistrer l'ensemble de leurs contacts sur une période de 6 mois. Plusieurs millions de contacts ont ainsi été enregistrés sur cette période, le but étant de mieux comprendre la dissémination des staphylocoques et éventuellement proposer de nouvelles stratégies d'hygiène. Bon. Alors, les organisatrices de ce colloque, dans l'argumentaire très riche qu'elles ont rédigé, ont terminé par cette question: à quelle transformation faisons-nous face? On a évoqué quelques transformations, trois formes de transformation, mais aussi pour quels risques et pour quels bénéfices. Quels sont les bénéfices et les risques, les enjeux de l'utilisation des données massives. Alors je prendrai ici plus précisément l'exemple de Google Flu pour envisager à la fois l'apport potentiel de l'utilisation des big data et de leur traitement algorithmique d'ailleurs, mais aussi les biais, les limites et les risques qui peuvent y être associés. En tout cas, certains d'entre eux. Pour rappel, Google Flu est un programme qui a été créé par Google en 2008 dans le but de mieux anticiper et prévenir l'apparition de foyers de grippe sur le territoire américain. En effet, la grippe a la particularité d'être un virus qui mute fréquemment, ce qui implique que les vaccins doivent constamment s'adapter et anticiper, ou suivre en tout cas le plus rapidement possible, les mutations du virus. Dans le même temps, la grippe est un virus qui se diffuse très rapidement, ce qui impose une réactivité particulière des autorités sanitaires sur deux plans. En amont, sur la détection de la nouvelle souche du virus, et c'est ce qui va nous intéresser ici, et en aval, sur le temps nécessaire à la fabrication de nouveaux vaccins. Compte tenu de ces contraintes, il peut arriver qu'au moment où le nouveau vaccin est disponible sur le marché, le virus en circulation soit différent de celui initial sur la base duquel le vaccin a été fabriqué, ou encore que la vaccination de masse ne soit possible qu'après que le pic épidémique soit passé. C'est ce qui s'est produit en 2009 pour le virus H1N1 aux États-Unis. La réponse n'a pas été assez rapide et des quantités importantes de vaccins n'ont été disponibles qu'après le sommet de la deuxième vague de pandémie. Alors, une précision, aux États-Unis, le dispositif de veille sanitaire est assuré par le Center for Disease Control, donc le CDC que j'évoquais tout à l'heure. Il repose sur un réseau de 150 laboratoires biologiques qui rapportent les types, éventuellement les séquençages des virus détectés, et un réseau d'environ 2500 médecins couvrant le territoire des États-Unis et qui sont chargés de rapporter à l'autorité sanitaire les maladies semblables à la grippe. Bon. Ensuite, un échantillon de ces patients est examiné de manière plus approfondie afin de déterminer de quelle proportion souffrent réellement de la grippe. Si ce système est efficace, il suppose néanmoins que les patients réalisent leur état, prennent rendez-vous chez un médecin, le voient, aillent en consultation, et que ce dernier rapporte avoir constaté un cas de grippe, ce qui peut prendre plusieurs semaines. C'est dans ce contexte que le CDC et Google se sont entendus pour développer un système d'alerte avancée, avec pour but de donner, presque en temps réel, une indication de bonne qualité sur l'avancée de la grippe. L'idée était la suivante: en se penchant sur la période 2003-2007, Google et le CDC ont observé une correspondance entre deux types de données, entre d'une part l'augmentation des requêtes sur le moteur de recherche Google, l'augmentation des requêtes en lien avec la grippe sur ce moteur de recherche, et d'autre part l'augmentation des déclarations des cas de grippe faites auprès du CDC. La confrontation entre ces deux ensembles de données a fait ressortir une correspondance pour 45 termes de recherche ayant un rapport logique avec la grippe, remèdes, symptômes, toux, complications. Donc on a vu qu'il y avait effectivement dans l'évolution une certaine correspondance entre ces deux ensembles de données. En d'autres termes, grâce à cet algorithme, en observant la fréquence d'apparition de certains termes
dans les requêtes Google, il serait possible de détecter le début de la phase de propagation de la grippe en temps quasi réel, et ainsi de gagner plusieurs semaines dans l'identification d'une nouvelle souche du virus. Alors plusieurs limites de cet outil ont été soulignées. Premièrement, il n'est pas prévu pour remplacer les déclarations faites par les médecins, et ce pour au moins 2 raisons. D'une part, le modèle a été élaboré à partir des données du CDC, puisque l'algorithme repose sur la comparaison, notamment entre les requêtes générales des utilisateurs et ces déclarations. Et d'autre part, et c'est une remarque qui revient souvent à propos de l'exploitation des big data, le programme permet d'établir une corrélation entre le nombre de requêtes effectuées sur Google et le nombre de déclarations faites à l'organisme de veille sanitaire, mais pas un rapport de causalité. En d'autres termes, il permet peut-être de présumer que les personnes qui effectuent ces requêtes sont effectivement atteintes de grippe, mais c'est peut-être qu'une présomption. Pas forcément au sens juridique du terme. Donc premier point. Deuxième point, deuxième limite, deuxième réserve, précisément parce qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet, il peut exister un risque important de surestimation du risque. En effet, les recherches ne sont pas forcément effectuées par les personnes ressentant les symptômes de la grippe. Des paramètres internes et externes peuvent conduire à l'augmentation des requêtes. Alors un paramètre externe, on peut appeler externe par exemple, la forte médiatisation du sujet, ou le fait que les médias s'emparent du sujet de la grippe par exemple, ou des déclarations faites par les pouvoirs publics, peuvent conduire à une augmentation des recherches sur le sujet qui donne une image faussée de l'état réel des cas de grippe dans la population. C'est précisément cette surestimation du risque qui a posé problème dans le cas de la pandémie de grippe, particulièrement virulente aux États-Unis de l'hiver 2012-2013, puisqu'en janvier 2013, à New York, le modèle, donc Google Flu, prédit presque le double d'infections par rapport à ce que les médecins rapportent finalement. Et on voit bien que cela peut entraîner des conséquences, notamment sur les comptes publics, avec des commandes excessives de vaccins. On a vu effectivement l'exemple aussi en France, lorsque Roselyne Bachelot était ministre de la Santé. Un paramètre interne, des changements dans le fonctionnement des moteurs de recherche intervenus postérieurement à la création du modèle peuvent aussi influer sur son utilisation. Par exemple, un système de saisie semi-automatique. Bon, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ce fonctionnement, mais qui, semble-t-il, peut aussi jouer sur le volume des requêtes concernant certains termes. Alors troisième limite, il peut exister également des tentatives de manipulation du modèle, en tout cas elles ne sont pas exclues. Imaginons par exemple qu'un fabricant de médicaments antigrippales puisse chercher à augmenter artificiellement le nombre de recherches d'un terme sur les moteurs de recherche, afin d'améliorer la position de certaines pages, et de gonfler artificiellement le nombre de requêtes. Malgré cela, à partir de début 2013, le dispositif Google, donc d'alerte avancée sur la grippe, a été adopté, donc Google Flu a été adopté par 29 pays, et même étendu à une autre maladie, la dengue en particulier. Alors, au-delà on voit bien que ici l'usage des données massives dans la prévention du risque épidémique pose à la fois des problèmes de fiabilité, des problèmes de sécurité, mais d'autres interrogations juridiques mériteraient d'être posées si on part cette fois des catégories juridiques, si on part cette fois des catégories posées par le droit. Par exemple, au vu de ce qu'on a décrit, parmi les données utilisées, lesquelles sont des données de santé et lesquelles ne le sont pas, sur le plan de la qualification juridique. Autre question, lesquelles sont des données personnelles et lesquelles ne le sont pas. Puisqu'il semblerait qu'effectivement, dans ce qu'on a évoqué, toutes les données ne soient pas nécessairement des données personnelles. Bon, si on prend les données de pluviométrie par exemple, on voit bien qu'il y a l'utilisation à la fois de données, ou de la densité de population, de données qui peuvent être personnelles et de données qui ne le sont pas. Ensuite, quelles activités relèvent de la législation sur la recherche, lesquelles n'en relèvent pas, et si elles relèvent de la recherche, sous quel régime se placent-elles? Autre question, parmi les outils utilisés, notamment les objets connectés, les logiciels, lesquels entrent sous la qualification de dispositifs médicaux, puisque ça entraîne une conséquence sur le plan du régime juridique, et notamment ça implique un contrôle préalable de leur fiabilité, alors qui n'est peut-être pas
comment dire, parfait et qui est sujet à critique, à juste titre, mais ça implique en tout cas cette qualification de dispositif médical, un contrôle spécifique de leur fiabilité et de leur sécurité avant leur mise sur le marché. Bon. Alors voilà des questions qui peuvent effectivement se poser, mais comme la fin de mon temps de parole approche, je laisserai des gens plus compétents que moi pour y répondre. Je vous remercie.